Donc, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire sur le thème de la mobilité qui a pour thématique principale comment garder le cap sur la mobilité durable même en hiver. Alors, pour le déroulé de l'atelier, on va d'abord faire une petite introduction. Ce webinaire va donc se diviser en deux parties. Donc une première avec l'intervention de la DAV, avec Judy Kael qui est présent, et de Keolis qui parlera d'une alternative mobilité telle que les transports en commun, et enfin une conclusion un peu générale. Ce qui vous sera proposé, c'est un temps de questions-réponses à la fin de chacune des parties. Donc, ce que je propose dans un premier temps, c'est un petit tour d'écran de chacun des intervenants. Donc, tu peux commencer, Judicaël, très brièvement. Bonjour à tous et toutes, Judicaël Potonec de l'association Droit au vélo. Je coordonne le CREM, Centre ressources sur l'écomobilité. Ensuite, on a Kéolis. Je sais que Héloïse Gerbert va nous rejoindre par la suite, mais il y a d'autres de ses collègues qui sont présents. Donc, si vous voulez vous présenter rapidement. Je vais te laisser te présenter, Farid. Donc, bonjour à tous, Farid Boumaza. Je suis conducteur de bus depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Très bien. L'objectif donc de Keolis, ce sera de partager un témoignage et en même temps ce qui est possible en termes de tarification des transports en commun. Et enfin, je termine ce tour d'écran. Je suis Mathilde Casier, chef de projet mobilité durable chez Réseau Alliance et je mène la communauté Déclic Mobilité au sein du réseau. Donc j'en profite pour vous présenter très brièvement qui est Réseau Alliance, si vous ne connaissez pas. Il s'agit d'une association de loi 1901 qui a été fondée il y a une trentaine d'années par des entrepreneurs engagés. Ils avaient pour ambition de prouver qu'une entreprise pouvait lier business et responsabilité sociale. Donc notre mission est donc d'impulser une économie responsable dans les Hauts-de-France. Et l'objectif du réseau est de mailler les acteurs qui n'auraient pas eu l'occasion d'être en relation et qui pourtant ont des problématiques qui sont similaires. Et le but est de transformer durablement les entreprises et les inciter à la conduite du changement. Pour cela, diverses thématiques sont proposées au sein de Réseau Alliance, telles que la mobilité, et donc Déclic Mobilité, dont j'ai la charge. Déclic a vu le jour il y a 10 ans, à la suite d'un besoin qui a été recensé auprès des entreprises, et il s'agit d'une communauté qui accompagne les entreprises et territoires vers une mobilité plus durable. Sa particularité, étant donné les enjeux en matière de mobilité, c'est qu'il s'agit d'un dispositif qui est ouvert également aux non-adhérents de Réseau Alliance. Et Déclic propose une programmation tout au long de l'année avec des webinaires comme celui d'aujourd'hui, ou encore des ateliers d'échange de bonnes pratiques, des groupes de travail. Et des outils sont mis à disposition sur le site internet de Déclic Mobilité, comme des bonnes pratiques, des articles ainsi qu'une newsletter mensuelle qui vous permet de ne rien rater. Et enfin, étant certifié Calliope, nous proposons également des formations qui, elles, sont payantes, comme la formation au management de la mobilité et plan de mobilité employeur, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc pour faire un petit rappel de la thématique, nous changerons d'heure dans la nuit du 26 au 27 octobre prochain. Et en air d'hiver, la visibilité, comme vous le savez, est plus faible, et notamment pendant les heures de pointe qui correspondent aussi aux heures de trajet domicile-travail. Les usagers sont donc plus vulnérables et plus exposés au risque d'accident. Il faut savoir que la mortalité routière des piétons atteint en effet son paroxysme en automne et en hiver. Près de la moitié des piétons tués chaque année le sont sur ces 4 mois entre octobre et janvier. Et dans les jours qui suivent le changement d'heure, le nombre de morts parmi les piétons augmente de 42% entre 17h et 18h. Donc voilà pourquoi nous souhaitions aujourd'hui vous parler de mobilité durable en hiver, car c'est un sujet qui concerne tout le monde, à la fois les écoliers, les collaborateurs. Il est donc bon de rappeler les bases pour maintenir des bonnes pratiques et la sécurité de chacun. Et toutes ces informations qui suivront seront disponibles lors du replay. Je laisse Judicaël prendre la main dans ce cas. Donc c'est bon, vous voyez bien la diapo? Très bien, Oui, merci. oui.
Parfait. Oui, donc rebonjour. Donc moi, je vais vous parler de la question de la pratique du vélo et également de la marche pendant la saison hivernale. Donc pour commencer, je vais quand même vous indiquer ce qu'est l'association Droit au vélo pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Donc on est une association basée à Lille qui fait la promotion du vélo comme mode de déplacement au quotidien. Alors je dis qu'il fait la promotion du vélo, mais en fait on a inclus dans nos statuts depuis quelques années la promotion du vélo et des mobilités actives, donc ce qui comprend également la marche ou la trottinette mécanique par exemple. Donc on représente pas loin de 3000 adhérents maintenant qui sont répartis sur l'ensemble de l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, puisque c'est plutôt là qu'on intervient. Donc on a le siège à Lille, mais en fait on a plusieurs antennes assurées par des correspondants en bénévole dans la plupart des grandes villes de la région. Donc vous voyez sur la carte. Et parmi nos activités, on a tout un travail de concertation avec les collectivités où on vient donner un peu notre regard d'usager du vélo avant les projets d'aménagement. On a aussi des actions de vélo-éducation, à la fois en milieu scolaire, mais également vers le public adulte. On a par exemple une vélo-école à Lille pour les personnes qui ne savent pas du tout faire de vélo. Donc, on leur propose sur plusieurs séances vraiment d'aller de l'apprentissage de l'équilibre jusqu'à l'accompagnement des premières sorties. On organise aussi des temps de remise en selle sur des temps plus courts où on s'adresse à des gens qui là savent faire du vélo mais se sentent pas forcément à l'aise pour en faire au quotidien dans la circulation. Voilà, je vous dis ça parce que du coup, au sein de vos structures, vous pouvez faire appel à nous pour ce type de prestations. On propose aussi du marquage Bicicode, hein, qui est un système d'identification unique des vélos. On anime une cartographie des aménagements cyclables qui peut vous être utile pour bâtir vos trajets à vélo. Donc ça, à l'échelle de toute la région. Très ponctuellement, on organise des balades. On organise aussi ce qu'on appelle des brocs à vélo, où c'est l'occasion d'acheter des vélos d'occasion. On fait ça, par exemple, tous les mois à la Maison des Mobilités Durables à Lille. Et puis, très en lien avec le sujet qu'on va aborder après, on a des temps de sensibilisation comme ce qu'on appelle les opérations éclairage. C'est la campagne cycliste brillée où l'idée c'est de sensibiliser au moment des changements d'heure les cyclistes à l'importance d'être bien éclairés l'hiver. Voilà. Alors on entend un bruit de Oui, fond, il y a s'il vous peut-être un micro qui est resté ouvert. oui, s'il vous plaît. Oui. Merci. Merci. Voilà, donc pour que vous ayez en tête globalement les objectifs de l'association, hein, nous, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir encourager la pratique du vélo par le plus grand nombre dans des conditions de sécurité pour rouler à vélo, mais au-delà des aménagements type piste cyclable, on sait que ce qui est important, que ce soit à l'échelle d'une collectivité ou d'une entreprise, c'est d'encourager tout ce qu'on appelle le système vélo. Donc, des infrastructures routières, mais également la possibilité de stationner son vélo en sécurité et toute une série de services comme des ateliers de réparation, des lieux de location, des campagnes de promotion du vélo. Voilà, on sait qu'il faut qu'il y ait tous ces piliers-là pour que le vélo puisse se développer sur un territoire. Alors, nous, on est basé comme je vous disais, sur l'ex-région Nord-Pas-de-Calais, mais s'il y en a parmi vous qui sont plus sur le versant sud de la région, hein, il y a plusieurs autres associations sur les départements Picard hein, qui sont sur la même fédération nationale que la nôtre, la FUB. Donc, vous en retrouverez la liste sur cette carte et sur le site du collectif Vélo de France qui nous réunit. Et même dans le Nord et le Pas-de-Calais, on a des associations qui existent à Calais et à Douai notamment. Voilà, mais on porte globalement tous les mêmes messages en faveur du vélo, mais on a chacun évidemment une connaissance plus forte de notre propre territoire. Alors, j'en viens donc au sujet de la pratique du vélo et de la marche en hiver. Donc, je vais l'aborder d'abord sur une
avant de parler des questions de sécurité et d'entretien du vélo, sur une partie complètement argumentaire en faveur du vélo. Alors, je ne vais pas aborder des arguments du type économique, rapidité aux heures de pointe, etc., qui, elles, sont valables toute l'année. Mais par contre, je vais insister sur un argument qui lui aussi est important toute l'année, c'est que la pratique de la mobilité active, que ce soit la marche ou le vélo ou toute activité physique régulière, c'est important à la fois pour votre santé physique et la santé psychologique. Ça aide à lutter contre l'obésité, contre des problèmes de cardiovasculaire, ça limite l'effet de certains cancers, par exemple. Et c'est vraiment dommage d'arrêter cette activité physique-là pendant la période hivernale. Donc, continuer à marcher ou à faire du vélo pendant l'hiver, ça vous permet de rester actif tout au long de l'année et de maintenir votre condition physique même au moment où il fait le plus froid. Ça permet de conserver de l'endurance, tonification musculaire, de garder vos bonnes capacités cardiovasculaires, de limiter l'obésité également. Et comme je disais, c'est également important d'un point de vue psychologique. Voilà, on sait qu'il y a plus de bien-être, moins d'angoisse, moins de problèmes de qualité de sommeil quand on a une activité physique régulière. Et c'est aussi une bonne façon de lutter contre le stress. Et on sait que l'entrée dans la période hivernale, c'est aussi voilà, une certaine baisse de la vitalité psychologique et l'activité physique régulière, elle vous permet aussi de lutter contre ce qu'on peut appeler ce blues hivernal ou automnal. Donc ça vous permet de garder une attitude positive tout au long de l'année. Voilà, donc au-delà de cet argumentaire, faire du vélo ou même marcher en dehors des centres-villes l'hiver, ça touche à une question de sécurité. Mathilde parlait tout à l'heure de l'augmentation des risques d'accidents notamment au moment du changement d'heure. Donc je vais reprendre quelques chiffres un peu du même type après. Euh, un des premiers points sur lesquels on insiste pour être en sécurité à vélo quand il fait noir et donc en particulier l'hiver, c'est l'importance de l'éclairage. Ne pas être éclairé ou être mal éclairé à vélo, c'est vraiment vous exposer à un danger, un risque d'accident qui peut être très grave. Alors pour l'illustrer, vous voyez sur la gauche une photo qui est prise devant la gare Lille-Flandre. Si vous connaissez, c'est un endroit qui est en plein centre-ville, donc on peut se dire que entre l'éclairage public, les vitrines des commerces, les lumières des voitures, on est visible à vélo, même si on est mal éclairé. Or, vous voyez sur l'image qu'il y a un cycliste qu'on ne voit pas tout de suite. Et donc, imaginez que vous arrivez en voiture derrière lui, vous allez le voir vraiment très tard. Et ce, d'autant plus qu'il porte une tenue sombre qui le rend encore moins visible. Donc là, il y a vraiment le risque que si le cycliste tourne sur la droite, l'automobiliste derrière le voit au tout dernier moment. Donc c'est vraiment important d'avoir cet éclairage. Donc je viendrai après sur les différents types d'éclairage à privilégier. De la même façon, quand on est hors de la ville, il va être important de pouvoir avoir le gilet fluo réfléchissant qui va permettre de réfléchir la lumière des phares de voiture et qui va ajouter aussi à votre visibilité. Voilà, donc comme je l'avais dit, alors, je ne sais pas si ce sont exactement les mêmes données qu'a donné Mathilde en introduction du webinaire, mais l'idée est vraiment la même, à savoir que c'est vraiment aux heures sombres et au moment du changement d'heure que le risque d'avoir un accident à vélo, j'en parlerai après pour les piétons, est clairement accru. Et ce qu'on constate sur les actions de sensibilisation qu'on mène, c'est que plus de la moitié des cyclistes sont mal éclairés, voire pas éclairés du tout. Donc ça augmente évidemment le risque d'accident à ce moment-là. Et même si les déplacements à vélo la nuit ne sont pas les plus importants en quantité, c'est cela qui entraîne une part importante des accidents corporels, voire plus graves.
Et comme on va rentrer dans la période du changement d'heure très bientôt, bah, il faut être particulièrement vigilant par rapport à ce problème, notamment juste après le changement d'heure où on sait qu'il y a une baisse de vigilance chez les automobilistes, le temps de s'habituer à, à ce changement de luminosité sur les trajets domicile-travail. Et voilà, on sait aussi que il y a une grosse partie des refus de priorité aux cyclistes qui ont lieu également quand il fait nuit. Alors, au-delà des conseils, ça me paraît important de rappeler aussi ce qui est obligatoire en termes d'éclairage sur le vélo et donc bah, de s'appuyer sur ce que dit le code de la route. Donc, pour le cycliste, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir un éclairage à l'avant et à l'arrière, donc blanc devant, rouge derrière, de manière à pouvoir éclairer la route et se rendre visible. Mais ce n'est pas seulement ça, il faut aussi avoir des réflecteurs sur son vélo, donc à différents endroits, hein, les réflecteurs devant et derrière également, et ce qu'on appelle des catadioptres, qui sont les réflecteurs orange que vous avez à la fois dans les rayons des roues devant et derrière, mais aussi sur la tranche des pédales. Donc ça, ce sont des choses qui sont obligatoires dans le code de la route et qui peuvent être passibles d'une amende si vous avez ce défaut-là sur votre vélo. Alors moi, mon discours, c'est pas de vous faire peur par rapport à une amende, hein, d'autant que vous voyez que le montant n'est pas extrêmement élevé par rapport à d'autres amendes, mais c'est surtout de vous rappeler l'importance que ça peut avoir en matière de sécurité. Alors, il y a le gilet fluo également, qui lui n'est obligatoire que en dehors des agglomérations quand il fait noir. C'est le moment où il est obligatoire, mais en ville, évidemment, si vous le portez, il va augmenter votre visibilité, vous permettre d'être vu de loin, d'autant qu'il va réfléchir la lumière des voitures. Et ça peut être complété par d'autres choses qui ne sont pas obligatoires, hein, comme des petits brassards réfléchissants que vous pouvez porter autour des chevilles, par exemple. C'est intéressant par rapport au gilet, parce que comme votre jambe est en mouvement quand vous pédalez, du coup, le brassard fluo est lui aussi en mouvement et va d'autant plus attirer l'attention des automobilistes qui sont derrière vous. Voilà, mais j'insiste encore une fois sur le fait que tout ce qui est réfléchissant, comme les catadioptres ou les gilets, ce n'est vraiment pas suffisant. Il faut vraiment avoir également l'éclairage actif sur votre vélo. Alors, il y a différents types d'éclairage hein, qui existent pour les vélos. Ce qu'on vous conseille, c'est de privilégier les éclairages à dynamo. Voilà, ça tombe moins facilement en rade qu'un éclairage à pile ou un éclairage à recharger, par exemple. Et il y a aussi les systèmes, ce qu'on appelle les systèmes à induction, où en fait, ce sont des aimants qui sont fixés sur les roues du vélo et qui, chaque fois que la roue tourne et que ça passe devant la lumière, voilà, ça vient alimenter la lumière. Après, vous avez également des lampes enfin des diodes à pile et vous avez aussi de plus en plus des éclairages qui se rechargent sur des ports USB, mais avec la grosse vigilance de penser à les recharger sans attendre que ça tombe en rade pendant un de vos trajets où vous risquez de ne plus être éclairé. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir toujours avec vous des petites. Il y a des petites lampes qui ne coûtent pas très cher, qui peuvent être des lampes d'appoint à avoir avec vous au cas où l'éclairage principal vous lâche et ça peut vous permettre de vous dépanner pour finir un trajet. Alors, après, pour acheter votre éclairage, hein, il y a plusieurs critères qui vont rentrer en ligne de compte. C'est la puissance de l'éclairage, hein. Tous les éclairages ne sont pas aussi forts. Voilà, donc c'est important d'avoir un éclairage qui se voit quand même d'assez loin et qui vous permet aussi à vous de pouvoir bien éclairer la route si vous êtes sur des endroits qui sont mal éclairés. Ce qui va être important aussi, bah, c'est l'autonomie de votre éclairage. Soit c'est quelque chose qui se recharge quand vous roulez, soit c'est quelque chose qui est rechargeable
enfin que ce soit par des piles ou sur port USB, bah, c'est intéressant que ce soit quelque chose qui n'ait pas besoin de recharger non plus tous les jours. Et puis bien sûr, bah, l'autre argument qui va jouer sur votre achat, c'est le prix de l'éclairage, hein, parce qu'on a vous pouvez trouver des éclairages dans le commerce, vraiment des petits éclairages à piles qui vont coûter que quelques euros, mais vont avoir une durée limitée où il faudra changer la pile au bout de quelques mois, et l'éclairage à dynamo qui est certes plus cher, mais qui, lui, est un investissement vraiment de long terme. Alors, il y a énormément de systèmes d'éclairage sur le marché, hein, je ne vais pas les détailler ici, mais je vous invite à jeter un œil sur les tests qui sont réalisés par notre fédération nationale, la FUB, Fédération des usagers de la bicyclette, qui teste tous les nouveaux éclairages qui arrivent sur le marché au regard des différents critères que je viens de vous citer, et qui donne une note à chacun de ces éclairages. Donc ça peut vous guider dans votre choix. Et voilà, c'est intéressant parce que ce sont vraiment des cyclistes qui testent ces éclairages et vous donnent leur avis. Alors, j'en ai beaucoup parlé pour le vélo, mais évidemment, la question de la visibilité, elle est particulièrement importante également pour les piétons, hein. Ou notamment si vous êtes en dehors des centres-villes, le fait de vous rendre visible est vraiment important, et où là, le gilet fluo ou au moins des couleurs, éviter les couleurs sombres va pouvoir vous rendre plus visible et éviter l'accident. Parce que comme pour les cyclistes, les risques d'accident pour les piétons sont vraiment accrus sur les périodes hivernales. Et là encore, on a une augmentation constatée de l'accidentologie sur les périodes de changement d'heure aux heures de pointe. Donc, c'est vraiment le moment où il faut être particulièrement vigilant et donc visible. Alors, j'ai abordé la question sécurité, la question santé. Après, il y a la question aussi du confort qu'on a envie d'avoir quand on roule à vélo l'hiver. Donc, je vais aborder la question de la pluie, hein, qui est un des premiers ennemis du cycliste, même si finalement, je trouve que le premier ennemi du cycliste, c'est le vent, contre lequel je vais avoir moins d'arguments, si ce n'est peut-être le vélo assistance électrique qui va vous permettre de gommer ce problème-là. Alors évidemment, la pluie, vous n'allez pas la rencontrer qu'en hiver, hein, mais c'est à ce moment-là qu'elle va être particulièrement gênante. Je voudrais en tout cas indiquer qu'il pleut beaucoup moins souvent que ce qu'on peut imaginer sur notre trajet quotidien, même dans le nord de la France. Si on s'en réfère aux données météorologiques, on a grosso modo une chance sur 20 de rencontrer la pluie sur notre trajet quotidien. Et même s'il y a de la pluie, c'est pas forcément en grosse quantité. Et selon nos contraintes, selon l'emploi qu'on occupe, on peut parfois décaler un petit peu son horaire pour éviter enfin, pour passer entre les gouttes. Je vous invite par exemple à regarder des applications ou des sites comme la météo agricole qui vous permet de savoir vraiment sur une tranche de 5 minutes si vous allez rencontrer la pluie ou pas sur votre itinéraire, et peut-être parfois décaler votre trajet. Alors parfois, on n'a pas le choix et on se retrouve évidemment sous la pluie. Et là, bah, il y a certains équipements qui vont vous permettre de mieux supporter ce problème de la pluie. Vous avez des tenues de pluie comme les capes de pluie ou des vestes imperméables que vous pouvez prolonger aussi par des pantalons de pluie, donc en matière de type bah, comme les K-way un peu, hein, qui vont complètement couvrir le pantalon et vous éviter d'arriver avec le pantalon mouillé au travail. Et ce que je vous conseille, c'est soit de prendre un pantalon de pluie avec des couvre-chaussures intégrés, soit de faire l'acquisition à part de couvre-chaussures, parce que euh, si vous n'avez pas les chaussures suffisamment étanches, vous allez rester avec les pieds mouillés toute la journée en arrivant au travail. Donc là, ces couvre-chaussures vont vous permettre d'éviter ce problème. Et d'une manière générale, pour lutter contre l'humidité et le froid, bah, ça va être important aussi de choisir les bonnes tenues, donc de trouver les vêtements qui vont être
isolants par rapport à la baisse des températures et mais aussi les plus respirants pour, euh, pour voir arriver sur votre lieu de destination sans avoir eu un problème de sudation sur le trajet. Donc, choisir des vêtements imperméables et coupe-vent au maximum. Voilà, sachant que quand on pédale l'hiver, le corps se réchauffe finalement très vite et parfois on peut retirer une couche en cours de trajet pour éviter d'avoir trop chaud. Par contre, ce qui n'est pas en mouvement, bah, sont les extrémités, hein, les mains, la tête. Donc, ne pas hésiter à compléter par un bon bonnet et une bonne paire de gants pour pratiquer le vélo tout en se protégeant des intempéries. Euh, alors après, je reviens sur une question plus sécurité, hein, qui est pas de l'éclairage, mais plus le comportement à adopter sur la route. Euh, Au plus fort de l'hiver, et notamment quand on est à l'extérieur des villes, on va tomber plus facilement sur des routes glissantes, notamment à cause du gel, hein, qu'on voit pas forcément bien le matin, surtout s'il fait sombre, mais qui est bien présent. Donc voilà, il faut toujours avoir en tête ce risque-là, notamment si vous avez des amas de feuilles mortes sur le bord de la route. Ça, combiné au gel, ça peut être un risque de glissade. Pareil pour tout ce qui est bande blanche, comme les passages piétons ou enfin, toute la signalétique blanche que vous pouvez avoir sur la voirie qui peut être rendue particulièrement glissante au moment du gel. Donc voilà, il s'agit d'adapter du coup votre vitesse pour éviter ce problème-là, enfin, notamment quand vous êtes dans une zone où vous allez devoir effectuer un virage ou une manœuvre avec votre vélo. C'est là où vous avez plus de risques de glisser. Et c'est particulièrement important à ce moment-là de privilégier les pneus larges et bien gonflés pour éviter la glissade. Voilà, alors la neige, on n'y est quand même pas si confronté que ça dans la région, hein, par rapport à des endroits montagneux, mais sachez qu'il existe même des pneus cloutés pour les vélos. Et bah, votre vélo lui-même, il a besoin d'être entretenu pour passer la période hivernale. Voilà, ça va être particulièrement important avant l'hiver et plusieurs fois pendant l'hiver de penser à lubrifier régulièrement toutes les parties qui risquent la corrosion, hein, de penser à lubrifier votre chaîne régulièrement, par exemple. Et ceci est d'autant plus important si votre vélo est amené à stationner dehors régulièrement. Si déjà il reste dehors la nuit ou même dehors toute la journée pendant les jours les plus froids, voilà, le vélo va en souffrir un petit peu aussi et c'est important de bien l'entretenir à ce moment-là. Je pense aussi d'ailleurs à la question des cadenas, où parfois avec le gel, ça va être compliqué de pouvoir ouvrir le cadenas. Donc pensez aussi à avoir un petit lubrifiant qui peut vous permettre de débloquer la serrure de l'antivol si jamais celle-ci est gelée. Et pour ceux qui ont un vélo à assistance électrique, il faut avoir en tête que la batterie du VAE va se décharger un petit peu plus vite l'hiver et que du coup vous aurez un petit peu moins d'autonomie sur vos trajets. Voilà, c'est vrai aussi quand le vélo à assistance électrique vieillit d'ailleurs, hein, l'autonomie va se perdre un petit peu. Voilà, je suis arrivé à la fin de ma présentation et je suis ouvert à toutes les questions s'il y en a. Alors, bah, merci Jules-Michaël. Avant la petite phase de questions-réponses, je vous propose d'aborder OEPV. Qu'est-ce que c'est? En 2 minutes, qui sera présenté par Bernard Leviel, un peu comme une continuité, en fait, si vous souhaitez avoir un engagement employeur pro-vélo dans la continuité de la mobilité durable, et ce, tout au long de l'année. Je t'en prie, Bernard. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je travaille pour l'association En Savoir Plus, qui est cousine de l'ADAV d'ailleurs, on travaille beaucoup ensemble. Et je suis chargé donc
déployer le programme employeur Pro Vélo. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'aide, de conseil. Et quand je parle d'aide, c'est aussi d'aide financière aux employeurs pour inciter leurs salariés à venir travailler à vélo et à se déplacer à vélo dans la journée pour aller voir un sous-traitant, un client et autres. Voilà. Donc, ça fonctionne. L'inscription est complètement gratuite. Attention, elle s'arrête au 31 décembre 2024. Donc, on peut en sortir quand on veut, c'est-à-dire qu'il convient de s'inscrire, de faire un autodiagnostic pour se situer par rapport au label, et ensuite, une réunion de cadrage permet de décider si on continue pour le programme ou si on arrête, et si on va chercher le label or, argent ou bronze. Voilà, donc aujourd'hui, c'est déjà plus à jour parce que ça évolue tous les mois, donc 2700 employeurs déjà inscrits, plus de 200 sites employeurs déjà labellisés, ça concerne 1 million de salariés. Donc ça avance très très vite. L'inscription est jusqu'au 31 décembre, mais on peut déployer le programme jusqu'au 30 septembre 2025. Donc ça laisse le temps voilà, de mettre en place une aire de stationnement. Avec une aire de stationnement, il y a 40% de participation du programme. Mettre des formations en place, je dis qu'elle parlait de formation, une remise en selle par exemple, ou les rudiments du code de la route pour les plus jeunes, c'est pris en charge à hauteur de 60%. Un entretien des vélos du personnel qui se déplace à vélo, puisqu'un déplacement professionnel à vélo, s'il y a un accident de la route, on en parlait, ça devient tout de suite un accident de travail, donc il faut faire de la prévention. Donc l'entretien des vélos, une sorte de mise à jour, contrôle technique des vélos, une fois par an, ça fait aussi partie du programme. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc il y a des vélos écoles, des artisans pour monter des arceaux, etc., qui sont agréés par la FUB. Si vous voulez faire travailler des organismes qui sont près de chez vous, il suffit de leur demander de s'inscrire en tant que fournisseur à la FUB. Ils vont répondre au cahier des charges, évidemment, et au prix négocié par la FUB. Voilà, donc pas de demande de subvention. Une fois qu'on est dans le programme, on a une facture de formation, on la présente, on est remboursé de 60% de la facture. Voilà, avec des gradations. Donc 4 000 €, c'est pour les petites entreprises de moins de 50. 6 000 € le plafond pour jusqu'à 250. 8 000 jusqu'à 1 000 salariés. Et 32 000 pour les gros sites. Alors ça concerne les collectivités locales, les associations, les PME, TPE et puis grosses entreprises. Voilà, et les assos, je crois que je l'ai dit. Voilà, merci de votre écoute. Donc c'était Bernard Leviel pour l'association En Savoir Plus à Amiens. Merci beaucoup. Pour le contact, comme vous voyez en bas, il y a l'email de contact directement si vous souhaitez plus Je vais mettre d'informations sur EPV. je vais Oui, dans mettre le chat. sur le Très chat bien. mes coordonnées. Très, très bien. Merci beaucoup. Alors, on a un tout petit peu de retard sur l'heure, mais rien de bien grave. Là, si vous avez quelques questions, c'est le moment pour cette première partie. Il y avait également Emmanuelle Bugara, des lunettes jaunes, qui pouvait compléter en quelques mots si elle avait un peu plus peut-être sur la partie piéton, ce qui avait été dit au préalable. Je te laisse compléter si tu as quelques mots supplémentaires, Emmanuelle. Merci Mathilde. Bonjour à tous. Effectivement, je suis Emmanuelle Bugara. J'ai créé mon activité Les Lunettes Jaunes parce que je suis une fervente adepte des mobilités actives et je suis tour à tour piétonne, cycliste, utilisatrice des transports en commun. D'entendre toutes ces informations, j'ai eu d'abord une première réaction un peu provocante. Je propose qu'on demande à notre nouveau gouvernement, en période hivernale, d'interdire la vente de vêtements de couleur sombre et d'interdire la circulation automobile quand il fait nuit. Voilà, comme ça, on n'aura plus d'accidents. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, mais quand même, hein, moi, comme vous le voyez aujourd'hui, eh ben, même mes vestes, elles sont souvent colorées et voyantes. Ainsi que tes lunettes. Voilà, comme mes lunettes. Donc, je ne peux que aller dans le même sens que Judicaël, parce que oui, porter des vestes noires ou bleu marine quand on est en ville, ça fait qu'on ne nous voit pas.
personne ne nous voit, les conducteurs de bus ne nous voient pas, les automobilistes ne nous voient pas, les cyclistes ne nous voient pas. Donc voilà, c'est quand même dommage que l'hiver, tout d'un coup, il y ait une prolifération de vêtements de couleur sombre. Sortie de l'extrême, et que ce soit pour, j'irais plus pour le confort, moi j'opte pour la technique de l'oignon. On l'a dit, plusieurs couches, c'est sympa. Et j'ai fait de la course à pied pendant longtemps. Et pendant la course à pied l'hiver, on fait aussi la technique de l'oignon, mais surtout on s'habille pour le premier kilomètre. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir chaud. On démarre, on a un peu froid, mais on sait qu'on va avoir chaud. Et donc, on s'habille en conséquence pour ne pas trop devoir se déshabiller après, même si c'est bien d'avoir plusieurs couches. Les mains, les pieds, les choses les plus importantes à vélo. Le confort des mains et des pieds, il faut que ce soit imperméable et coupe-vent, parce que c'est là où on va avoir le plus de froid. Et garder quand même de l'aération, respirant. Je ne peux que dire ça, parce que c'est exactement ce que moi j'ai ressenti, ou que je ressens quand je fais du vélo l'hiver. Quand je marche, j'ai moins froid aux pieds que quand je fais du vélo, par exemple. Donc ça, c'est aussi intéressant à savoir. Les chaussures, il faut vraiment qu'elles coupent le vent, ou alors mettre des surchaussures. Et enfin, du point de vue de l'entreprise, je me suis dit qu'on pouvait peut-être aussi rappeler aux salariés, via des fiches bonnes pratiques de l'hiver, voilà ce qu'on peut faire. Peut-être offrir, si c'est peut-être l'occasion d'inciter en offrant des accessoires réfléchissants, ou aller jusqu'à offrir le kit contre la pluie et coupe-vent, si on veut aller jusque-là. Et enfin, peut-être, pourquoi pas, la boisson chaude à l'arrivée pour les personnes qui ont froid. Et enfin, moi, ce que j'apprécie surtout, quand c'est possible, et notamment, moi, j'habite à Lille, et j'ai un abonnement Véli, j'adore pouvoir switcher. Dans un sens, je prends le vélo, dans l'autre sens, je prends le transport en commun. Et quand on a plusieurs solutions à notre actif, c'est pas mal. Voilà. Une belle illustration de la thématique d'aujourd'hui et une belle transition. Avant cette transition, est-ce que d'autres personnes auraient des questions? Merci Judicaël, j'ai vu que tu as pu répondre dans le chat directement à ce qui avait été demandé, qui était pourquoi Douai et Calais apparaissaient en blanc sur la carte. La raison pour laquelle c'était que ces deux villes ont leur propre association de cyclistes et la DAV n'y intervient donc pas. Alors, que pensez-vous des rétroviseurs pour vélo? Je pense qu'on prendra cette question et après on poursuivra et on aura encore un petit temps d'échange si ça ne vous dérange pas. Donc, Oui. je Bah, t'en prie. je peux répondre là-dessus. Le Vas-y. rétroviseur pour vélo, c'est vrai qu'il peut être particulièrement intéressant pour voir évidemment ce qui se passe derrière soi, ce qui est essentiel, notamment quand on doit faire un mouvement de tourne à gauche. Et il peut être particulièrement intéressant si on ne se sent pas forcément à l'aise pour se retourner directement, parce que finalement, ça vient remplacer une vision directe qu'on a en se retournant. Donc voilà, ça peut ajouter clairement du confort, ça peut être un vrai plus. Très bien. Merci. Dans ce cas, on va poursuivre avec Kéolis Lille Métropole qui est présent avec nous. Donc sur cette belle transition, merci Emmanuel. Donc quand on a beaucoup trop froid ou quand on veut vraiment pas y aller à vélo parce que ou à pied si on n'est pas si loin, ça peut vite être fatigant, ça se comprend, mais on a donc des alternatives pour ceux qui en ont la possibilité lorsqu'on n'est pas trop loin des centres urbains ou alors quand on peut faire le relais, quand on est en voiture, quand on habite vraiment très loin par des parkings relais, prendre les transports en commun. Je laisse donc Kéolis, si vous voulez prendre la main, en haut vous avez la commande, sinon je vous passerai les diapositives. Alors, du coup, bonjour Héloïse Gerbert. On est Bonjour Héloïse. plusieurs à pouvoir intervenir et comme je n'étais pas là au début, je me signale à mes collègues. Donc, effectivement, on a prévu notre intervention en 2 temps. La première sur l'alternative, comme tu l'as annoncé, mais on a aussi prévu quelque chose autour du partage de la route avec les bus.
parce qu'un des sujets pendant l'hiver, c'est vraiment de pouvoir, enfin, quand les cyclistes sont pas visibles, c'est encore plus dangereux, ce partage de la route pour les conducteurs. Donc, il y a une première partie, et c'est Farid qui va vous la présenter, sur les bons réflexes à avoir et sur les questions que posent les conducteurs. Donc, on a une petite vidéo, on a sorti quelque chose de culte qui date un peu, mais qui reste toujours d'actualité, sur une vidéo qu'on avait créée pour sensibiliser les conducteurs et aussi les cyclistes sur ces problématiques de partage de route. Je suis vigilant et à l'écoute d'un éventuel bus en approche. Un avertisseur de courtoisie me signale sa présence. En règle générale, je ne double jamais un bus par la droite, car je risque de me trouver dans son angle mort. En présence d'une bande cyclable, je peux dépasser en restant vigilant. Quand je double par la gauche un bus à l'arrêt, je suis attentif aux voyageurs qui peuvent traverser devant ce bus. Je ne double jamais par la droite un bus stationné à son arrêt. Si je vais moins vite que le bus, je facilite son dépassement. Je suis toujours bien visible en prenant ma place sur la chaussée. Je roule à une distance suffisante du bord de la chaussée. En groupe, lorsqu'un bus approche, je roule en file indienne pour qu'il puisse facilement me dépasser. Je porte une tenue claire ou un gilet réfléchissant et je dispose d'un éclairage performant. J'indique systématiquement mes changements de direction. Je ne colle pas le bus à l'arrière. Du coup, je vais laisser la parole à mes collègues qui sont au dépôt. On va s'y mettre leur micro, ils peuvent prendre la parole. Bonjour à tous. Donc, je me représente, Farid Boumaza. Je suis conducteur de bus depuis un peu plus de 15 ans et j'anime avec Brahim et Abed des campagnes de sensibilisation sur les angles morts. Donc, on a fait différents collèges. Le dernier en date qu'on a fait, c'est le collège à Marc-en-Barœul-Lazaro. Donc, c'était pour sensibiliser vraiment les collégiens sur l'importance de se faire voir. Donc, comme disait Judy Kael tout à l'heure. Donc, c'est très important de porter le gilet, d'avoir des éclairages et vraiment faire attention parce qu'on a des angles vraiment très, très importants quand on est au bord d'un bus. Et c'est très dangereux. On a eu quelques accidents ces dernières années. Donc, que ce soit pour les cyclistes ou les piétons. Donc, on essaye vraiment de les informer sur la manière de comment doubler un bus. Quand ils descendent du bus, comment le traverser. Donc, on utilise beaucoup le klaxon de courtoisie pour éviter. Ça nous arrive tous les jours, hein, pour éviter beaucoup d'accidents. Donc, les piétons qui passent devant le bus alors qu'il y a une voiture qui est en train de nous doubler. Pareil pour les vélos. On va dire le nouveau fléau maintenant, c'est les trottinettes. Ouais, trottinettes. Donc, ils sont vraiment pas équipés, que ce soit en lumière, en gilet. Des fois, ils sont même plusieurs dessus. C'est beaucoup de jeunes qu'on rencontre. Donc, ils n'ont pas vraiment encore tous les bons réflexes. Et Les bonnes pratiques. voilà, surtout les bonnes pratiques, oui. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment sur ça qu'il faut vraiment se baser. C'est vraiment la sensibilisation. Donc, je ne sais pas si Judy Kael a prévu des opérations éclairage ces prochains mois sur des pôles d'échange Ilévia ou pas.
Mais ce serait bien qu'on voilà, qu'on fait des choses à Lille-Flandre, au Téléport, à Tourcoing-Centre, ensemble. Et comme ça, vous apportez votre point de vue et nous le nôtre. Et je pense que le résultat, ce sera très bien, je pense. Alors, je vais embrayer par rapport à ce que dit notre conducteur, Monsieur Boumaza Farid. Alors, je vais me présenter. Moi, c'est Monsieur Boukezoul Abrahim. Je suis coordinateur prévention accident, groupe Keolis. Alors nous, ce qu'on fait principalement, c'est beaucoup de prévention, hein. Moi, j'y tiens énormément parce que le partage de la route se fait, c'est de tout le temps, avec les cyclistes, les trottinettes, les piétons, avec voilà, voilà, les motos, les véhicules, etc. Donc moi, ce que je programme, c'est beaucoup d'interventions au sein des villes, hein. D'ailleurs, on fait pas mal on en a fait pas mal à Lille. Le dernier en date, c'est la fête du vélo, Lille Grand Palais. Donc avec d'ailleurs le partenariat avec la DAV. Je fais pas mal d'interventions dans les communes, hein, par exemple à M, à Roubaix, à Wattrelos, parce que c'est notre secteur de prédilection, j'ai envie de dire, et surtout dans les collèges. Alors, pour répondre à la question dans les entreprises, ça peut se faire sans problème. Il faut juste nous envoyer des invitations et on peut sensibiliser justement le personnel, principalement aux angles morts, et se mettre à la place du conducteur receveur, ce qui est pour nous quelque chose de très important. Donc voilà. On a préparé le webinaire, je vais parler de choses un peu positives. Ce que vous disiez, c'est qu'avec les cyclistes, ça a commencé à... Enfin, voilà, on sentait que ça allait beaucoup mieux. Et effectivement, vous aviez, puisqu'on parle de toutes les alternatives, vous partiez un regard différent sur les trottinettes. Il me disait, ça fait le même effet que quand on est automobiliste et qu'on a un motard qui nous double. C'est-à-dire qu'ils nous surprennent parce qu'ils vont très très vite, à la différence des piétons, par exemple. Et ils sont toujours habillés en sombre quasi systématiquement. Donc, il y a vraiment un sujet autour de ce mode-là et d'arriver à les sensibiliser. Je vois que le temps tourne. Bien sûr, on peut intervenir. Enfin, voilà, si vous avez besoin qu'on rééchange, vous reprenez contact avec nous et on verra comment on peut organiser des collaborations. Je vais enchaîner quand même sur la deuxième partie de notre intervention sur la question de la gamme tarifaire. Donc, effectivement, c'est ce que disait Emmanuel quand elle a parlé des alternatives possibles. Ces alternatives, elles peuvent être de prendre les transports en commun. Effectivement, je fais du vélo ou je vais à pied. Et puis les jours où il fait vraiment pas beau, je le fais en transport en commun ou je fais l'aller d'une certaine façon et le retour différemment. C'est l'intermodalité, c'est ce qu'on favorise au mieux. Et là, le sujet, c'est de parler des abonnements et des tarifs des abonnements. Donc, je ne vais pas vous les lire, vous les trouvez sur le site internet, vous les aurez sur la présentation. C'est surtout interpeller les entreprises sur le fait que la prime transport permet une prise en charge de 50% de l'abonnement Ilevia. Et ça, c'est un minimum. Il y a des entreprises qui remboursent 100% de l'abonnement et qui mettent un abonnement dans la poche. Et c'est 75% pour les agents de la fonction publique. Ce qui fait qu'on est à peu près à 13-14 € l'abonnement plein tarif dans le coût de revient de l'agent, de l'agent et du salarié. C'est vraiment intéressant. Enfin, on parle de quelqu'un qui est salarié dans l'entreprise. Et du coup, d'avoir cette possibilité-là qui lui est offerte, c'est vraiment quelque chose qui facilite l'intermodalité. Ça peut marcher. Alors là, je vous ai mis les tarifs 25-64 ans, mais il y a aussi les tarifs pour les moins de 26 ans. Ça, c'est la slide d'après. Donc là, c'est réservé aux personnes qui sont domiciliées sur le territoire de la MEL. Il faut savoir que quand on est abonné Ilevia, on a droit à un abonnement Vélil à tarif réduit. C'est 27 € par an. Donc ça fait que sur l'intermodalité, on peut aussi faire du vélo pour moins cher, sans le problème du stationnement. Et ensuite, il y a toute la gamme de tarifs. Donc ces abonnements permettent le remboursement et la prime employeur. Et ensuite, on a des abonnements, des tarifs qui sont plus occasionnels. Et donc, c'est aussi comment on communique aux utilisateurs des modes doux
cette possibilité d'utiliser le réseau Ilevia de manière occasionnelle en trajet unitaire, mais aussi avec des passes pendant la période hivernale où voilà, on peut se dire je le prends pour 3 jours parce que je fais 2 jours de télétravail voilà, donc ça permet aussi de jongler un peu différemment là-dessus. J'insiste aussi dans les critères un peu de changement de comportement sur le fait que ça marche avec la gratuité qui a été mise en place pour les moins de 18 ans. C'est-à-dire que quand vous êtes abonné Ilevia, vous pouvez utiliser le réseau les jours où il fait pas beau et voilà, et vous pas à vélo. Mais surtout, vous pouvez l'utiliser aussi pour d'autres types de déplacements. Et ça vient se cumuler avec le titre moins de 18 ans, ce qui fait que vos enfants qui sont domiciliés sur le territoire de la MEL, de 4 à 18 ans, ils ont une carte où ils peuvent utiliser le réseau gratuitement. Et donc, on se rend compte aussi que pour expérimenter les transports en commun et pour changer de comportement, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut être utile. Voilà. Très bien. Merci à vous tous pour vos interventions riches en informations. Maintenant, si il y a encore quelques petites questions que vous vous posez, c'est le moment. On peut prendre 2-3 minutes. Si c'est pas le cas, on se dirigera vers la conclusion tout doucement de ce webinaire. Merci Héloïse de mettre tes coordonnées dans le chat. Tout à fait. Pour rappel, Héloïse est en charge des PDME. Écoutez, quoi qu'il en soit, vous avez les contacts de toutes ces personnes qui sont intervenues. Donc, on va se diriger vers la conclusion et la programmation à venir. Donc, si on résume un petit peu tout ce qui s'est dit, pour autant les cyclistes, les piétons que les automobilistes et conducteurs de roues motorisées, ce qu'il faut, c'est être vu, voir et être vu, et adapter surtout ses comportements à ces changements de saison. Donc voilà, j'ai résumé quelques petites infos. Donc pas rouler sur les trottoirs quand on est cycliste, quand on n'est pas enfant. Porter un gilet rétro-réfléchissant, même si on est en agglomération, voilà, c'est pas forcément super esthétique, mais voilà, il y a plein d'autres alternatives. Se rendre visible est super important. Et ça, c'est quelque chose qui est bon de rappeler, même si ça peut paraître anodin et très simple. Eh bien, voilà, même en tant que piéton, on n'est pas forcément très visible. Il faut aussi adopter des comportements, être plus vigilant à ce moment-là. Et aussi en tant qu'automobiliste et conducteur de 2 roues, penser à adapter sa vitesse par rapport à la visibilité et garder bien ses phares allumés. Donc ça, généralement, c'est automatique. Mais voilà, prendre en considération que le changement s'opère au fur et à mesure et c'est dans les premiers jours qu'il y a le plus d'accidents. Donc voilà ce que vous pouvez envisager éventuellement auprès de vos collaborateurs. Ça va être par exemple, comme a pu dire Emmanuel, des accueils café proposant voilà, des boissons chaudes, donc pas que du café bien sûr, mais pour encourager ceux qui viennent déjà à vélo, qui sont des fervents pratiquants. Mais démarrer tout simplement par des campagnes d'emailing ou d'affichage permettant de sensibiliser à ces changements qui vont venir très rapidement. Donc on voit déjà là le matin, il commence à faire assez sombre. Pareil pour le soir. Après, pour aller plus loin, donc ça va être tout ce qui est la mise en sécurité et des vélos et des engins de déplacement personnel motorisés. Donc on entend par là les trottinettes, les overboards, les skateboards électriques. Donc voilà, quand on veut venir par des moyens durables, la première question c'est est-ce que je vais pouvoir sécuriser mon véhicule doux. On se pose la même question quand on est en voiture, est-ce que je vais pouvoir la garer? Là, c'est la même chose. Et enfin, pourquoi pas l'occasion de proposer aux collaborateurs qui, eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas aussi lâcher leur véhicule,
de tenter le covoiturage, donc lors par exemple de petits-déj où à la fois la prévention peut être mise en place, notamment sur un point de vigilance à la sortie des écoles, parce que beaucoup de personnes voilà, ne peuvent pas lâcher leur véhicule parce qu'il y a des écoles. Pourquoi pas leur proposer une fois par semaine, ce serait déjà pas mal, de tenter le covoiturage avec des collègues, donc ça passe par la mise en relation. Parce qu'il y a besoin de confiance aussi quand on ne sait pas avec qui on pourrait convoiturer, c'est pas toujours simple. Donc voilà, plein de possibilités. Il y a aussi des festivals qui se tiennent en hiver, par exemple l'Illuminé qui se tiendra à Lille le 8 novembre prochain, pardon, le 8 novembre prochain, donc dans un mois. Alors je ne sais plus l'itinéraire exact, mais il sera proposé. Vous pouvez tout à fait vous renseigner à la Maison des mobilités durables également. L'objectif, c'est d'être le plus illuminé possible à vélo et ce sera tout un cortège qui fera un circuit, un circuit un peu plus grand que les années précédentes. Donc voilà, sachez également qu'à la Maison des mobilités durables de Lille, des kits d'éclairage sont offerts, qui fonctionnent très très bien d'ailleurs, qui permettent de voir et d'être vus. Ce n'est pas toujours le cas de tous les éclairages. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a plein d'outils qui sont à disposition. On est là également pour vous renseigner sur ce qui est possible, sur ce qui existe. Donc voilà. Donc c'était pour conclure ce webinaire. Je vais donc en profiter pour vous parler de la programmation à venir très succinctement. Comme vous voyez en haut à droite, il y a une petite enquête de satisfaction. Donc vous pouvez scanner le QR code et ça permet en fait pour nous, l'équipe de Réseau Alliance, savoir un peu si les formats qu'on propose sont bien, si ils vous plaisent et ce qui est possible d'améliorer ou non, ou les thématiques que vous souhaiteriez aborder dans d'autres formats. Donc voilà, très prochainement pour tous les Save the Date de Déclic Mobilité, donc très précisément tout ce qui est mobilité, on a un groupe de travail à destination des EPCI, donc ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais je le mets quand même, qui se tient en 2 temps, le 15 octobre et le 14 décembre. Pardon, j'ai mis décembre, c'est le 14 novembre. C'est une petite erreur de ma part. Donc je corrige, le 15 octobre et le 14 novembre. Ainsi que la formation au management de la mobilité et au plan de mobilité employeur qui est sur 3 jours, ce qui est une des formations payantes que nous proposons, qui se tiendra le 17 octobre, 7 et 8 novembre. Un autre groupe de travail qui, lui, sera à destination des entreprises 5 novembre et 5 décembre. Donc sur comment optimiser les déplacements des travailleurs, bonnes pratiques et initiatives inspirantes. Et enfin, il y a encore d'autres événements, mais je vous ai mis quelques petits exemples. Le 12 novembre, un atelier d'échange de bonnes pratiques sur comment limiter l'usage de la voiture individuelle pour les trajets inter-entreprise et domicile-travail. Pour les Save the Date de Réseau Alliance, donc Déclic Mobilité fait bien entendu partie de Réseau Alliance, mais là ça concerne d'autres thématiques de la RSE. Donc un atelier d'échange de bonnes pratiques sur le plan de sobriété le 15 octobre prochain. Le 17 octobre, le cycle Ma démarche pas à pas qui démarre. Le 10 octobre, le programme stratégie climat et bilan carbone. Et enfin, le 11, un atelier d'échange de bonnes pratiques sur comment accompagner la fin de carrière et le maintien dans l'emploi des collaborateurs seniors. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est plein de thématiques différentes de la RSE qui sont abordées au sein de Réseau Alliance. Enfin, le World Forum for Responsible Economy, qui est ouvert absolument à tout le monde, qui regroupe plus de 2500 participants sur 2 jours. Le World Forum, pour vous résumer, c'est 2 jours de conférences et d'ateliers, de rencontres qui vont accompagner les acteurs économiques dans la responsabilisation de leurs pratiques économiques. Donc on va travailler sur la RSE, qu'elle soit écologique ou sociale, et tous les ajustements stratégiques et opérationnels qui peuvent aller dans ce sens. Et on a différents parcours qui sont proposés. Vous pouvez retrouver tout le programme qui est sorti la semaine passée, dont un parcours mobilité qui est présent au World Forum. La thématique de cette année, c'est à contretemps. Voilà, je vous remercie pour votre présence lors de ce webinaire. Je remercie aussi tous les intervenants.
Comme vous pouvez le voir, vous avez à disposition tous les sites internet de Réseau Alliance ainsi que le site internet du World Forum. Il n'y a plus de questions, nous pouvons conclure ce webinaire. Bien entendu, vous avez les coordonnées de chacun d'entre nous et vous pouvez très bien revenir vers l'un d'entre nous pour des questions plus spécifiques. Très bien. Au revoir, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à bientôt. Au Merci. revoir. Bonne journée à vous Au également. revoir.